maintenant sur TPT+. Place journal. Bienvenue à cette édition de 19h sur la chaîne panafricaine des diasporas que nous ouvrons tout de suite. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Le 16 novembre a été instituée Journée internationale de la tolérance. Une journée adoptée par l'UNESCO et les États membres pour justement cultiver la tolérance en chaque citoyen du monde. Seulement au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, dite Havre de paix, cette journée est passée sous silence. À propos de cette journée, suivez ce récit de Rudy Gloire Massongi. Par définition, la tolérance est une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. C'est aussi le fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Cette journée initiée par l'Assemblée des Nations Unies est une invite aux États membres à célébrer cette journée en s'adressant aux établissements d'enseignement et au grand public. Au Congo et particulièrement à Pointe-Noire, Havre de paix, cette journée se passe dans un silence de mort. Pas d'attention, pas de déclaration du tout, tandis que la tolérance nous permet de lutter contre l'intolérance. Par exemple, la tolérance nous permet de vivre la diversité au sein de nos communautés. Dans un pays où la diversité d'opinions semble poser problème, de dire non à la violence, magnifier les droits de l'homme et consacrer la tolérance dans le sport. Cette importante journée, une fois de plus, passe comme d'ordinaire de la part des citoyens et plus grave de la part des autorités compétentes. Lorsqu'on sait que bien de raisons dans ce pays devraient nous emmener à célébrer une telle journée, à l'effet de changer le paradigme. En définitive, cette journée devrait donc interpeller chaque citoyen tel qu'il soit pour cultiver la tolérance, cette vertu qui favorise la paix sociale, politique et économique. Multipliez la terre, soyez féconds et remplissez la terre. Tel a dit le principe divin, mais certaines personnes semblent penser que c'est à eux que le Très-Haut a confié la charge de remplir la terre, au point que la planification des naissances soit reléguée au second plan. Les naissances sont multipliées parfois dans l'extrême pauvreté, au détriment de la jouissance des droits des enfants. Multiplication de natalité et crise financière, quelle conséquences? Cette question fait l'objet de ce reportage de Monika Ben et Meroska Bakotana. Les conséquences liées au taux de natalité par rapport à la conjoncture actuelle sont visiblement remarquées dans la capitale économique. Un contexte financier qui met les parents sérieusement en difficulté déjà pour payer le loyer, puisque la majeure partie des parents sont locataires. Ajoutez à cela, hélas, la culture africaine en général, congolaise en particulier, de la multiplication des naissances. Des naissances parfois non planifiées deviennent une mer à boire pour les parents. Comme dit un dicton, la table du pauvre est vide, mais son lit est fécond. Car la responsabilité est grande. Il faut nourrir, soigner, vêtir, éduquer, bref. Prendre soin de la progéniture. Comment s'en sortir lorsque la crise financière prend des proportions inquiétantes dans le pays? Voilà qui favorise en bonne partie le phénomène enfant dit de la rue ou enfant en situation de rue. Comme si la rue a déjà mis au monde un enfant. Si ce n'est l'irresponsabilité des parents ou plutôt l'amaigrissement des moyens financiers causés par la crise financière. Je pense bien, d'une part vous avez raison, mais d'une part aussi c'est... Comment je peux expliquer ça? C'est pas tellement aussi bon parce que même s'il y a difficulté, il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant au chômage, les gens ne travaillent pas, bon, la monnaie aussi ne circule pas tellement bien comme avant, mais ça ne peut pas empêcher les gens de mettre au monde parce que, par exemple, moi je suis dans un foyer et je ne peux pas refuser à mon mari de faire des enfants, non, c'est impossible. Mettez-vous à ma place. C'est un peu, mais si c'était vous,
vous devez refuser à faire des enfants parce qu'il n'y a pas de travail ou bien parce qu'il y a l'épidémie ou bien la pandémie de Covid-19. Non. Ou bien parce que la monnaie ne circule pas bien et puis vous allez freiner ou bien éviter de faire encore des enfants. Non. C'est impossible de continuer toujours à faire des enfants. Vous aurez toujours la manière de les éduquer ou bien de les lever. Si, même les parents qui n'ont qu'un enfant, la crise a frappé. Combien bien plus les parents à famille nombreuse, qu'on appelle vulgairement chez nous Chine populaire. En tout cas, les conséquences sont incalculables pour les enfants, qui ne joueront plus comme il se doit dans une telle configuration. Du droit à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et bien d'autres droits. Cette inconfortable disposition des enfants, due à la crise financière et à la multiplication des naissances non planifiées, produira non seulement le phénomène enfants en situation de rue, mais aussi bien d'autres phénomènes, comme celui dit des bébés noirs et des Africains qui vont mourir dans la Méditerranée en quête du mieux vivre. Les naissances doivent se planifier, surtout en période de crise financière, car mettre au monde, c'est aussi augmenter ses charges financières. Parlons de Ponton-Label, cette appellation que portait la ville océane autrefois, justement par son état des lieux environnemental très salubre et qui forçait l'admiration des étrangers et surtout de la population grâce à l'hygiène qu'il renvoyait. Hélas, Ponton-Label semble devenir de nos jours Ponton-la-Poubelle. Pour son plaidoyer, la ville océane endolorie prête sa voix à l'Asie destinée Modestie, que je vous laisse écouter. Au lieu de me rendre plus belle en m'entretenant, ils ont préféré me changer d'identité. Ponton-la-Poubelle au lieu de Ponton-la-Belle comme autrefois. L'appellation de Ponton-la-Belle est bien due à l'insalubrité qui m'a gagné de partout, depuis le centre-ville jusque dans les quartiers périphériques. Tenez, mes grandes avenues et ruelles sont remplies d'états d'immondices, des eaux usées, stagnées ça et là. Mes rivières polluées, mes coins et recoins remplis des matières fécales, au point que l'on ressente des odeurs nauséabondes de partout. Mes canalisations bouchées des déchets causés par l'incivisme de ceux qui m'habitent, les Ponténégrins. Ajoutez à ce tableau déjà sombre la saison pluvieuse, la saison où je deviens davantage très sale avec des inondations et plein de mares d'eau. Je deviens boueuse et pas beau à voir, mais pas seulement. Le manque d'hygiène et les odeurs que je renvoie sont source des maladies comme la typhoïde, le paludisme et bien d'autres maladies dues à la saleté. Je vous prie de rendre sain mon environnement, sinon ma beauté d'antan. S'il vous plaît, votre bien-être en dépend. Signé de ma propre main, Ponton-la-Belle. Poursuivons ce journal pour parler de diplomatie. Le mot diplomatie est très récurrent en milieu politique dans les États. Seulement, la terminologie de ce concept est exploitée de manière à rendre parfois hypocrite les relations bilatérales entre les États. Dans cet éditorial, notre reporter Tivongo pose la problématique que voici: la diplomatie, hypocrisie ou sagesse des politiciens. Il ressort si souvent au milieu politique le concept diplomatie, au point que toute une fonction soit consacrée à cette tâche, appelée ambassadeur. D'après les politiques, c'est un rôle délicat à jouer. Y parvenir n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce à dire donc la diplomatie? Selon le dictionnaire, c'est une connaissance des traditions qui règlent les rapports mutuels des États, art de concilier leurs intérêts respectifs. Or, qu'en son sens figuré, diplomatie veut aussi dire ruse. Par rapport à ces deux approches définitionnelles et à l'observation de la pratique de cette fonction par les commis de l'État dans les États, nous allons avoir un regard analytique dans cet éditorial, question de comprendre si la diplomatie est une hypocrisie ou une sagesse des politiciens. Tout en comprenant que la diplomatie, c'est travailler à rendre visible la culture et les atouts tous azimuts d'un pays au travers de son ambassadeur. L'on dira que les ambassadeurs sont des représentants respectifs de leur pays dans d'autres États. Ce sont en effet des miroirs pour leur pays. En miroir, ils doivent faire de leur mieux pour vendre, sinon pour faire briller l'image de leur pays dans le pays hôte. Faire que leur pays gagne économiquement
en investissant dans des secteurs d'activité pour lesquels ils reconnaissent la compétence et les performances de leurs États. Vulgariser la culture et le génie créateur de leurs pays respectifs. Juger dignes de voyage ceux qui remplissent les critères édictés par leur pays et par les conventions internationales en la matière. Ils sont des interlocuteurs privilégiés, disons des bouches autorisées de leur pays en cas de conflit avec le pays hôte. Bref, l'ambassadeur a donc une grande responsabilité. Il doit réduire au maximum la marge d'erreur en veillant sur ce qui sort de sa bouche, sur sa conduite, même sur sa vie privée, car il représente une nation. En effet, le commun des mortels a tendance à juger les pays à travers les actes de leurs ambassadeurs. Le rôle de l'ambassadeur est donc pluriel, légitime et indispensable, surtout qu'une nation ne peut pas évoluer en vase clos, pas davantage aujourd'hui où le monde est devenu un village planétaire. Compris comme ça, la diplomatie est donc loin d'être une hypocrisie, voire un mensonge des politiciens. Seulement voilà, de plus en plus dans la pratique de cette fonction, il est observé une dangereuse et coupable ruse qui semble tuer la vraie amitié des nations en étouffant les conflits qui se posent. Et comme un conflit étouffé n'est qu'une bombe à retardement, voilà qui doit être l'une des causes des conflits générationnels entre États. Une sagesse dit, je cite, « Mieux vaut la blessure d'un ami qu'une amitié cachée ». Or que pour la plupart des temps, les ambassadeurs, mais aussi les ministres des Affaires étrangères, sont soumis à un rôle perverti pour sauvegarder certainement les intérêts de leurs États, au point de ne pas blesser un pays ami à travers une amitié cachée. Promouvoir la fausse modestie, sourire quand il faut dénoncer un mal, mentir quand il faut dire la vérité, dire que ça va alors que ça ne va pas. Vous pouvez citer d'autres faits qui ne contribuent qu'à promouvoir la ruse, donc l'hypocrisie des politiciens, et à envenimer les conflits générationnels des États. Encore qu'on qualifie cette attitude des diplomates ou de leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, de sagesse des politiciens. Là aussi, ça demeure un problème, car la vraie sagesse n'étouffe pas un conflit, mais bien au contraire, le règle à la racine, en vue des amitiés tous azimuts débarrassés de toute velléité de conflit ou d'un éventuel rebondissement de conflit. La diplomatie devrait promouvoir la paix à travers une pratique diplomatique fondée sur des principes d'honnêteté, de justice, d'équité, de vérité, de professionnalisme et de sagesse divine pour que vive l'amitié entre les États. Quoiqu'un chef d'État ait pu dire un jour, je le cite, « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts ». Fin de citation. Laissons le mot diplomatie en milieu politique pour parler de la musique. La musique en tant que canal de transmission des valeurs morales, sociales et culturelles paraît être mal exploitée par nos jeunes musiciens. De nos jours, elle semble être considérée comme source de destruction de nos mœurs et autres valeurs culturelles, contrairement à la musique de nos aïeux des années 60 qui édifie bien notre société jusqu'ici. C'est dans ce contexte que notre reporter Monica Ruthben a délié sa langue dans ce reportage pour nos éventuels jeunes artistes musiciens. Suivez. Oui, la courbe de la musique congolaise a tendance à chuter. Parmi les causes de sa chute, la perte de nos valeurs culturelles, valeurs censées être transmises génération après génération au travers des canaux appropriés, tels que la musique, mais laquelle aujourd'hui, une musique presque sans contenu édifiant, avec des thèmes aux allures impudiques, immatures et pervers, chantés par des musiciens sans vocation et presque seulement opportunistes, amateurs, amis du culte de la personnalité. Voilà leur motivation afin d'obtenir ce qu'ils ont appelé les mabanga. Entendez, les dédicaces de certaines personnalités pour prétendre gagner quelque chose. Lorsqu'on sait que c'est transmettre un message capable de construire une bonne identité sociale, politique et culturelle de la nation. Autrement dit, éduquer pour transformer les mentalités,
détendre les stressés et les oppressés qui deviennent de plus en plus nombreux dans notre société, que l'AVC est en train d'emporter, hélas. Nos musiciens actuels, constitués pour la plupart des jeunes, sont en train de ternir le sens même de la culture musicale, telle qu'exercée par nos ancêtres, lesquels autrefois émerveillaient nos parents, qui d'ailleurs ne se sont jamais détachés de cette musique des années 60 à 90. Musique dite vieillerie qui nous émerveille aussi aujourd'hui. Comment alors ne pas être attaché à la rumba, un des genres musicaux qui ont traversé les âges en gardant son succès, qu'au coupé décalé d'aujourd'hui qui ne sombre net que de l'impudicité musicale, parce que teintée d'insanité. Dans ces musiques, tout semble se résumer autour du sexe. La femme est ici chosifiée. Vous pouvez également remarquer qu'il n'y a plus de complicité entre les paroles, les images et les titres de nos chansons, si ce n'est un bruit assourdissant au point de ne rien comprendre, accompagné des cris mais vide de sens. Déduisons alors que notre musique sait d'où elle vient, mais d'où elle va, bien malin qui le dira. Elle est considérée, nous semble, comme un raccourci de la vie pour certains jeunes qui, au lieu de s'instruire, préfèrent se fourvoyer dans ce genre musical pour se plaindre après du manque de soutien du gouvernement. Il convient de rappeler que ce n'est pas ce qui nous manque qui nous empêche de réussir ou de bien faire, mais plutôt notre manque de développement personnel et notre légèreté. Somme toute, la musique du développement culturel de notre pays passera par le développement des artistes musiciens, car redorer le blason terni de nos valeurs culturelles est à ce prix. Poursuivons ce journal à l'international, précisément au Kenya. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mercredi à Nairobi son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction, centré sur la démocratie et le changement climatique. Mais les crises en Éthiopie et au Soudan devraient remettre la sécurité au menu. France 24. Il avait été quasiment ignoré par l'administration Trump. Le continent africain suscite à nouveau de l'intérêt pour les États-Unis. Pendant 6 jours, il reçoit Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain a entamé sa tournée au Kenya, l'un des plus anciens alliés africains des États-Unis, mais où la Chine, le grand rival, ne cesse de gagner du terrain. L'occasion pour Washington d'alerter sur les menaces toujours plus grandes qui pèsent sur la démocratie en Afrique. Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à ce que certains appellent une récession démocratique. Des institutions indépendantes sont remises en question et sapées. Des journalistes, des militants des droits de l'homme sont menacés et agressés. Même une démocratie dynamique comme le Kenya subit ces pressions. Conflit dans la région éthiopienne du Tigré, coup d'état militaire au Soudan, les crises ne manquent pas sur le continent. Une semaine après la fin de la COP26, lors de laquelle Washington a appelé à ne plus subventionner les énergies fossiles, le changement climatique sera lui aussi à l'ordre du jour. Car l'Afrique en est la première victime. Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Soudan du Sud, Niger, 5 des pays les plus durement touchés au monde appartiennent au continent. Après le Kenya, Anthony Blinken doit se rendre au Nigeria, première économie africaine, puis au Sénégal, souvent présenté comme un modèle de stabilité démocratique. La force antidjihadiste Barkhane a transféré à l'armée malienne la base de Tessali, dans le nord du Mali, dans le cadre de la restructuration de ses opérations au Sahel, a annoncé hier mardi l'état-major française. Rappelons une fois de plus France 24. Dans la plus grande discrétion. Durant 3 jours, des hélicoptères de l'armée française ont transféré le matériel et les 90 soldats encore postés dans la base de Tessalit au profit de l'armée malienne. Après Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes.
En plus des militaires maliens, la base accueillera aussi un contingent de plusieurs centaines d'hommes de la MINUSMA, les casques bleus de l'ONU. L'armée française poursuit ainsi le retrait progressif de ses troupes basées au Mali. D'environ 5000 hommes en 2021, il ne devrait rester qu'environ 2500 militaires français d'ici 2 ans. Après le retrait de Tessalit et de Kidal le mois dernier, Tombouctou devient la dernière base contrôlée par l'armée française dans le nord Mali. Emmanuel Macron en avait fait l'annonce en juin dernier. Le Mali venait de connaître son second coup d'État en moins d'1 an. Mais fin septembre, les relations entre Paris et Bamako se sont refroidies après les propos du Premier ministre de transition malien à l'égard de la France. Il avait qualifié le retrait partiel français d'abandon en plein vol. Des critiques supposées justifier le recours à des mercenaires russes de la société privée Wagner. Au moins 3 personnes ont été tuées et 33 blessées hier mardi, selon la police, dans la capitale ougandaise Kampala, lors d'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. Nous appelons nos confrères d'Africa 24, Africa News. Dans cet hôpital de Kampala où les blessés affluent, c'est le chaos. La veille, la capitale ougandaise a été visée par un double attentat suicide qui a fait au moins 3 morts et une trentaine de blessés. Selon la Croix-Rouge ougandaise, plus de la moitié d'entre eux seraient des policiers. Les 2 attaques ont été revendiquées par l'État islamique et selon la police, ces attaques ont été menées par un groupe local lié au ADF, un groupe rebelle musulman affilié à l'État islamique. Les caractéristiques de l'attaque indiquent clairement que le groupe radicalisé lié au ADF a toujours le désir de mener des attaques meurtrières en utilisant des kamikazes et des engins explosifs improvisés. Sur ces images de caméras de sécurité, on peut voir la première explosion près du quartier général de la police. Quelques minutes plus tard, une autre détonation a lieu près du Parlement. Selon le porte-parole de la police, elle aurait été menée par 2 hommes déguisés en moto-taxi. Dans un communiqué, le chef de l'État a appelé la population à rester vigilante et à contrôler les personnes au point d'entrée des lieux publics comme les parkings de bus, des hôtels, des églises ou des mosquées. C'est la 2e fois en quelques semaines que le pays est visé par des attaques du groupe État islamique, après un attentat à la bombe mené le 23 octobre dernier dans un restaurant de Kampala qui avait tué une serveuse et fait plusieurs blessés. L'attaque menée par les ADF avait été revendiquée par l'État islamique. Les ADF sont apparus en Ouganda il y a environ 30 ans, mais jusqu'à présent ils sévissaient à l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir tué des milliers de civils. C'était bel et bien les détails de nos confrères d'Africa News. C'est par ces images de violence également que nous mettons fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir.